Cette vidéo est consacrée à la première partie des rappels anatomo-histologiques importants pour ce cours de physiologie respiratoire. Au cours du cycle respiratoire, afin d'arriver aux alvéoles où s'effectuent les échanges gazeux, l'hématose, l'air inspiré doit d'abord traverser les voies aériennes. À l'expiration, l'air expiré suit un trajet inverse, des alvéoles vers les voies aériennes et l'air atmosphérique. Comme nous l'apprendrons, ce trajet de va-et-vient, nécessaire à assurer la ventilation des alvéoles pulmonaires, requiert un certain travail de la part des muscles respiratoires. Nous envisageons d'abord les voies aériennes supérieures, comprenant le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. L'inspiration peut se faire par voie nasale ou bucconasale. Le nez a pour fonction de réchauffer et d'humidifier l'air. Cette fonction est favorisée par la surface importante des fosses nasales ainsi que leur riche vascularisation. Le nez a également un rôle de filtre, empêchant l'inhalation de grosses particules inhalées grâce aux vibrisses, les poils situés à l'entrée des fosses nasales. Au niveau de l'oropharynx, la voie aérienne ne présente pas de structure de soutien rigide et est donc susceptible de se collaber. Il existe des muscles striés, comme le génioglosse, le génio-hyoïdien, qui ont une action dilatatrice sur la lumière de la voie aérienne au niveau de l'oropharynx et qui empêchent ainsi le collapsus de la voie aérienne à ce niveau. Dans des situations où le tonus des muscles squelettiques diminue, comme par exemple durant le sommeil, la perméabilité de la voie aérienne au niveau oropharyngé peut cependant être menacée chez certains individus et ainsi favoriser la survenue d'apnées, apnées dites obstructives, durant le sommeil. Le larynx a bien entendu une fonction phonatoire, mais représente également le carrefour aérodigestif. En aval, les voies digestives et les voies aériennes sont en effet distinctes. Le mouvement postérieur et crânio-caudal de l'épiglotte lors de la déglutition est essentiel à éviter l'inhalation des ingestats alimentaires, qu'on appelle aussi fausse déglutition. Au-delà des cordes vocales, nous accédons aux voies aériennes inférieures. À partir de la trachée, les voies respiratoires se divisent en branches de diamètre et longueur variables. De la trachée aux bronches, bronchioles puis aux sacs alvéolaires, on considère qu'il existe environ 23 divisions ou générations de voies aériennes. On parle de zone de conduction pour désigner l'ensemble des voies aériennes inférieures non alvéolisées, c'est-à-dire de la trachée aux bronchioles terminales. Au-delà, on trouve les zones de transition puis la zone respiratoire. À partir des bronchioles respiratoires, on voit apparaître des alvéoles qui s'abouchent directement à la paroi bronchiolaire, mais ne jouent encore aucun rôle significatif dans les échanges gazeux. Il en est de même dans les canaux alvéolaires, et c'est donc essentiellement dans les sacs alvéolaires qu'ont lieu les échanges gazeux. La zone de conduction ne participe pas aux échanges gazeux, et on peut considérer qu'il en va de même pour la zone de transition. La zone de conduction et la zone de transition constituent ce que nous appelons l'espace mort anatomique, représentant un volume de plus ou moins 150 ml, soit environ 30% du volume total inspiré à chaque cycle respiratoire, au repos en tout cas. Même si la surface de section de la lumière des bronches diminue progressivement à chaque division, la somme des surfaces de section des bronches appartenant à une même génération augmente par contre de manière quasi exponentielle dans le sens crânio-caudal. La surface de section de la trachée est ainsi d'environ 2,5 cm², la surface de section totale des voies respiratoires atteignant environ 180 cm² au niveau des bronchioles terminales pour aller jusqu'à 1 m²
au niveau des sacs alvéolaires. En conséquence, la résistance à l'écoulement de l'air est nettement plus élevée dans les voies aériennes supérieures et la trachée qu'en aval de cette dernière. La trachée et les bronches se distinguent des bronchioles par la présence de cartilage qui assure un soutien rigide à la voie aérienne. Elle se distingue également par la présence de glandes sous-muqueuses. Les cartilages trachéaux sont circonférentiels mais incomplets, leur donnant une forme de fer à cheval ouvert en arrière. La lumière de la trachée et des bronches est bordée d'un épithélium pseudostratifié où les cellules ciliées sont majoritaires. L'épithélium bronchique comprend également des cellules caliciformes qui sécrètent du mucus, mais aussi des cellules séreuses et des cellules basales. Le battement des cils permet de remonter le tapis muqueux sécrété par les cellules caliciformes et les glandes sous-muqueuses vers le larynx. Ce tapis muqueux permet également d'humidifier l'air, d'éviter la dessiccation de la muqueuse bronchique et d'intercepter des particules véhiculées par l'air inspiré. Il existe des cellules musculaires lisses dans la paroi, limitées à la bande postérieure pour ce qui concerne la trachée, formant par contre une couche circonférentielle mais peu organisée dans les bronches. La couche musculaire lisse siège en profondeur de la muqueuse et son importance relative augmente au fur et à mesure que le cartilage et le diamètre des bronches diminuent. Elle est ainsi la plus importante au niveau des bronchioles terminales. Son tonus est régulé par le système nerveux autonome et par des médiateurs locaux. Au niveau bronchiolaire, on retrouve également un épithélium comprenant un grand nombre de cellules ciliées. On n'y trouve plus de soutien solide cartilagineux. Il s'agit donc également, avec l'oropharynx, d'une zone des voies aériennes susceptible au collapsus, c'est-à-dire à une fermeture de la lumière. Nous verrons plus tard que les bronchioles sont maintenues ouvertes grâce à la pression de recul élastique pulmonaire qui exerce une traction radiaire via les attaches de l'interstitium interalvéolaire au niveau de la paroi des bronchioles. Le muscle lisse bronchiolaire est mieux organisé, circonférentiel et susceptible, lorsqu'il se contracte, de réduire très significativement la surface de la lumière bronchiolaire. Les bronchioles terminales sont la dernière génération bronchique sans alvéoles. L'ensemble des bronches non alvéolisées est, pour rappel, appelé zone de conduction. Au-delà des bronchioles terminales, on pénètre dans la zone de transition avec les bronchioles respiratoires, puis la zone respiratoire avec les canaux alvéolaires et enfin les sacs alvéolaires où les alvéoles sont encorbellés par des capillaires pulmonaires. C'est la zone des échanges gazeux. Il est important de se représenter le réseau alvéolaire en 3 dimensions, qui ressemble à un nid d'abeilles, comme représenté à gauche sur l'image. Ce réseau, aussi appelé réseau interstitiel pulmonaire, interagit mécaniquement avec les bronchioles via les attaches alvéolaires. Nous en reparlerons plus tard. La sinus pulmonaire est l'unité fonctionnelle du poumon et inclut toutes les structures se trouvant en aval d'une bronchiole respiratoire. La plus grande partie de la surface alvéolaire est tapissée par les pneumocytes de type 1. L'épaisseur minime de leur cytoplasme les rend particulièrement bien adaptés aux échanges gazeux. Les pneumocytes de type 2 sont eux cuboïdes, couvrant seulement 5% de la surface alvéolaire. Ils sécrètent le surfactant. L'espace séparant les pneumocytes de la membrane cellulaire des cellules endothéliales des capillaires pulmonaires est réduit à sa plus simple expression, contenant seulement quelques fibres élastiques et collagène. L'épaisseur de ce qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire qui sépare donc l'espace alvéolaire de la lumière capillaire est très réduite, inférieure au micron, soit nettement inférieure à l'épaisseur d'une feuille de papier
comme le montre l'image à l'écran. Les échanges gazeux s'effectuant par diffusion, le fonctionnement de l'unité fonctionnelle d'échange gazeux qu'est l'unité alvéolo-capillaire est ainsi rendu optimal. La loi de Fick qui régit les échanges transmembranaires par diffusion simple permet d'apprécier que le poumon remplit toutes les conditions permettant une excellente diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire. Le débit du gaz traversant la membrane considérée est en effet proportionnel à D, le coefficient de diffusion du gaz à travers la membrane, qui dépend, elle, des propriétés du gaz et de la membrane à traverser, à S, qui est la surface de la membrane, à delta P, qui est le gradient de pression partielle du gaz de part et d'autre de la membrane à traverser, et inversement proportionnel à E, l'épaisseur de cette membrane. La surface alvéolaire totale est d'environ 80 mètres carrés, soit la taille d'un demi-terrain de tennis environ. Si l'épaisseur très réduite des septa interalvéolaires est un avantage indéniable pour assurer l'hématose au niveau pulmonaire, elle n'est pas sans présenter certains inconvénients puisque ces septa sont soumis à des contraintes mécaniques incessantes qui sont liées aux variations de volume des alvéoles, elles-mêmes secondaires aux variations de pression intraalvéolaire et pleurale au cours du cycle respiratoire. La faible épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire la rend également plus perméable en cas d'augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Ceci survient en cas de défaillance ou insuffisance cardiaque gauche qui est associée à une augmentation de la pression hydrostatique dans les cavités cardiaques gauches, mais aussi par répercussion dans les veines et les capillaires pulmonaires. La résultante des forces de Starling peut alors amener une transudation de liquide d'abord vers le compartiment interstitiel pulmonaire, mais ensuite parfois vers le compartiment alvéolaire. C'est ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire cardiogénique.